Aujourd'hui, il est de retour pour nous parler d'une autre facette de sa carrière et pour nous donner plein d'infos sur une partie très importante de notre métier, le SEO. C'est entre autres et surtout ce dont on va parler cette semaine dans ce podcast, dans lequel je reçois le photographe de mariage et spécialiste en SEO, Grégory Verdier. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau Grégory Verdier. À l'époque, je vous avais dit qu'il reviendrait pour parler SEO, et bien c'est le moment. Ce moment est venu. Il y a environ 3 semaines, je vous ai envoyé via le mail du GPM, vous savez, celui dont je vous parle dans à peu près chacun des podcasts, et vous avez le lien d'inscription dans la description. Vous recevez 2 mails par semaine avec plein d'infos sur la photo de mariage. Et bien dans ce mail, je vous envoyais un rapide questionnaire pour savoir ce que vous pensiez du SEO, de savoir quel était votre niveau en SEO, et vous pouviez également me poser plein de questions donc à propos du SEO. Eh bien, vous avez été plus d'une centaine à me répondre et me poser environ 250 questions. Oui, ça en fait pas mal. Et donc, avec Grégory, dans ce podcast, nous allons répondre à quelques-unes de ces questions. Avec par exemple, c'est quoi le SEO ? Et ça sert à quoi ? Comment fonctionnent les moteurs de recherche ? Est-ce que le classement que je vois dans Google est celui que mon client voit à la fin ? Et surtout, la grande question que vous m'avez tous posée, est-ce qu'il y a une bonne et simple formation sur le SEO pour pouvoir grappiller des places sur Google ? Ça, je vous en parle à la fin de ce podcast. Petit changement dans ce podcast, je ne poserai pas évidemment ma célèbre question qui met mal à l'aise à mon invité puisqu'il y a déjà répondu. Et c'est parti, maintenant on va retrouver Grégory Verdier pour répondre à quelques-unes de vos questions sur le SEO. Donc Grégory, aujourd'hui tu n'as pas à faire ton elevator pitch puisque tu es déjà passé dans le podcast. Ah, je suis déjà tout en haut, c'est bon. Tu es déjà en première page, c'est bon. Et donc aujourd'hui, un podcast un petit peu spécial, comme je vous le disais dans l'intro, puisque je reçois Grégory. On a eu pas mal de réponses, on a eu même beaucoup de réponses. Je pensais pas en avoir autant. On a eu plus de 100 réponses. C'est cool. Et il y a eu beaucoup de questions dedans. Et donc on en a sélectionné quelques-unes. Et l'idée de ce podcast, c'est de répondre à quelques-unes de ces questions. Je les ai envoyées. Enfin, Grégory, tu les as vues ? Tu les as lus ? J'ai vu, je les ai lus et je vais chercher les réponses. Tu vas chercher les réponses. Mais normalement, tu les as. Tu m'as dit que tu étais un pro du SEO, mec. Mais oui, je le suis. Mais par contre, je suis pas un pro de la blague pourrie. Ouais, ça va, je suis là pour ça. T'en fais pas. Ah, parfait. Mais te laisse pas décontenancer par le fait que je fasse des blagues pourries, ok ? Super. De toute façon, je comprends pas. Tu vois, t'arrives à faire des blagues pourries aussi. Ou alors c'était la vérité. Donc, sur les plus de 100 réponses qu'on a eues, déjà, en fait, je voulais faire un tour sur les camemberts. Ça fait bizarre, mais on va faire un tour sur les camemberts, puisqu'il y avait quelques questions juste de réponses, oui, non, peut-être, parce que, et pourquoi. Et on avait posé 3 questions pour un peu savoir votre place à vous sur le SEO. Et la première question était, avez-vous déjà travaillé sur votre SEO ? Et la réponse est quand même assez importante puisqu'il y a 55 personnes qui ont répondu oui. Donc c'est en pourcentage, hein, on est à 103 réponses, donc on va dire que le nombre de personnes, c'est à peu près c'est le pourcentage. Vous êtes 13 à ne jamais avoir travaillé sur votre SEO et 30 personnes qui ont répondu qui connaissaient le concept mais qui n'ont jamais pratiqué. Donc ça fait quand même en tout, ça fait 44 personnes qui n'ont jamais pratiqué, donc 44% qui n'ont jamais pratiqué le SEO de place. Ça laisse pas mal, donc on va pouvoir discuter. J'aime bien ceux qui ont répondu. Je connais le concept, mais j'ai jamais pratiqué. C'est un peu comme le sport ou la religion. Hein, quoi ? Oui. Ah, je suis croyant, mais pas pratiquant. Ouais, le sport, je connais, mais non. Voilà. De toute façon, je commence demain. C'est ça. En deuxième question, on avait dit, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec le SEO ? Et là, c'est assez dingue puisque vous êtes seulement 12, donc 12% à avoir répondu oui. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est juste la somme de l'ignorance ? Après, il y a être à l'aise et pas être à l'aise. Je pense que dans ceux qui ont répondu bof, il y a peut-être des gens qui sont plus à l'aise que dans ceux qui ont répondu oui. Parce que des fois, on pense être à l'aise sur certaines choses et en fait, on l'est pas. Hein, tu parlais de sport, on a une mauvaise pratique et en fait, on ne le sait pas. Mais ça veut bien dire quand même qu'il y a quasi 50% des gens qui ne se sentent pas à l'aise du tout avec le SEO, et enfin on va dire 45%, et la même chose qui se sent bof avec le SEO. Donc on voit quand même que c'est un domaine qu'on sait
c'est important, mais on sait pas. C'est ça, on sait que c'est important, mais en fait, le problème avec le SEO, et ça se ressent avec cette réponse-là, c'est que quand on est spécialiste SEO, en fait, on aime bien tout compliquer pour se mettre en valeur. Alors qu'en fait, ce qu'on va voir ensemble, c'est que c'est pas si compliqué que ça. C'est beaucoup de bon sens. La dernière question, c'était est-ce que vous considérez le SEO comme important? J'ai même pas le chiffre pour non, puisque vous devez être seulement une personne à avoir répondu non. On a 90% qui ont répondu oui, donc que c'est important, et 9 personnes qui ont répondu moi. Voilà. Sur une note de 1 à 5, comment considérez-vous le SEO? 45. Voilà. Mais du coup, je trouvais ça super intéressant parce que on se dit, bon, le SEO, on a tous notre problématique en tant que photographe, et toi le premier, tu vois, de se dire, bon, il faut quand même qu'on soit plus visible et on va devoir faire du SEO. Et au final, c'est quoi le SEO? Et du coup, ça m'amène à la première question, parce que vous avez posé plein de questions et on a sélectionné quelques questions. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le SEO? C'est quoi l'intérêt du SEO et ça a quoi comme impact réel? Alors, on va commencer avec ce qui se cache derrière l'acronyme. SEO, ça veut dire Search Engine Optimisation. Donc, optimisation pour les moteurs de recherche. Quel accent? N'est-ce pas? Ajouter à l'accent du Sud, l'anglais, c'est génial. Et donc, le but, c'est d'arriver à écrire sur Internet, à structurer son site de manière à ce que les robots des moteurs de recherche, alors des moteurs de recherche, je vais surtout me centrer sur Google, puisque en France, 95% des recherches sont faites sur Google. Donc, soit je vais parler de moteur de recherche, soit je vais parler de Google, mais pour moi, dans l'esprit, c'est pareil. Bing, de toute façon, a à peu près le même algorithme, par exemple, et donc Google à 95%, Bing à 4%, et tous les autres ont tout le reste. Donc, on va bosser essentiellement pour Google. Donc, chacun a son robot. Les robots sont de plus en plus intelligents, et les robots lisent le texte. Mais ils ont besoin d'un minimum pour comprendre le texte. Si vous dites juste « je suis photographe de mariage » et que sur votre site il y a écrit en gros « bienvenue », le « bienvenue » c'est pas très descriptif. Et puis il est peut-être pas encore en train de comprendre les blagues pourries, l'ironie, le sarcasme, les métaphores cachées ou les choses comme ça. Voilà, il y a ça aussi. Il le comprend pas encore. ChatGPT non plus, puisque de toute façon, à un moment on va en parler aussi, ça va tomber un petit peu quelque part. Lui non plus le comprend pas. J'ai vu des tests sur la blague coiffeur qui marchaient pas non plus. La blague de base, quoi. Voilà, la blague de base. En fait, le gars explique la base. ChatGPT comprend la blague, donc il lui dit, donc après, le gars lui dit, tu fais quoi? ChatGPT répond, je suis une intelligence artificielle qui répond à vos questions en cherchant les ressources sur Internet. Feur. Non, mais c'est génial. C'est une blague monstrueuse, en fait. En fait, peut-être qu'il comprend extrêmement bien la blague et qu'il est encore plus fort, plus intelligent que ce genre. Elle est géniale. Enfin, bien dit, comme tu l'as dit, elle est géniale. Mais c'est ça. Mais le dialogue est à peu près comme ça avec ChatGPT. En fait, peut-être que ChatGPT, c'est juste un humain qui a Asperger. Possible. Avec tout le respect qu'on a pour les gens qui ont Asperger, voilà. Évidemment. C'est ça, bien sûr. Et donc, il faut parler pour les robots. Enfin, il faut que les robots puissent nous comprendre le contenu de votre site, mais sans oublier à chaque fois que la base, de toute façon, puisqu'à la fin, c'est le client, c'est l'être humain qui achète votre prestation, il faut qu'on arrive à parler sur les deux, à parler pour les deux. Donc, à la fin, c'est le meilleur optimiseur, c'est celui qui arrive à se faire comprendre des deux. Et du coup, c'est quoi l'impact réel du SEO? L'impact réel du SEO, c'est tout simplement être bien classé, sans artifice, donc sans payer, tout simplement. C'est être bien classé sur Google. Quand on fait une recherche sur Google, au début, les 2 ou 3 premiers, c'est du contenu sponsorisé. Donc celui-là, pour apparaître ici, il faut payer, pardon. Et par exemple, le photographe de mariage coûte cher au clic par rapport à la plupart des autres requêtes. La plupart d'entre nous, quand on utilise du Google Ads, c'est pour compenser une faiblesse en SEO plutôt qu'avoir une vraie stratégie en SIA, donc optimisation pour la publicité. Search Engine Advertising. Et donc, en fait, le SEO, lui, va permettre de ne pas utiliser
le sponsoring, le paiement par clic, comme jambe de bois. Il va vous permettre de progresser, d'apparaître naturellement. Et ce qu'on sait d'après les études, c'est qu'à peu près 75% des personnes squeeze le contenu sponsorisé parce qu'ils savent que c'est payant, et donc ils se disent que s'il faut payer pour être premier, ben c'est pas forcément les meilleurs. Donc ils préfèrent descendre sur les résultats non sponsorisés. Donc il vaut mieux y être. Oui, puis on peut aussi dire que à force, même si on dépense, imaginons qu'on dépense 5 euros par jour sur du SIA, ça fait quand même 5 fois 30, 150 euros. Oui, c'est ça, 5 fois 30, 150 euros. Oui, c'est ça. 3 fois 5. 3 fois 5, 15, donc 150. Voilà, non, mais tu vois, le terminal S est loin. Heureusement que c'était 100 personnes qui ont répondu et pas 150, ça aurait été compliqué. Donc oui, 150 euros par mois. Sur l'année, bah, du coup, on arrive à 1800 euros. Ça reste quand même un budget. Vous allez globalement faire un mariage pour payer votre SIA, même si on va pas forcément mettre 2000 balles par an dans le SIA. Le but d'optimiser son SEO, le but en fait c'est de faire en sorte de plus avoir cette manne mais je vais pas y arriver aujourd'hui, j'arrive pas à dire mes phrases aujourd'hui, de pas avoir cette charge supplémentaire. Ça me perturbe, tout à fait. C'est toi qui me perturbe comme ça. C'est toi avec tes tournevis sur le côté, c'est ça qui me perturbe. Donc de pas avoir cette charge financière, et le SEO, bah, au final c'est gratuit. C'est gratuit, on peut payer quelqu'un pour le faire, donc là c'est payant, je suis d'accord, mais c'est gratuit dans le sens, une fois que c'est fait. Alors que le SIA, la pub, quand on paye, bah, ça arrête de s'afficher. Un SEO bien fait de base va vous permettre d'être sans trop de travail, va vous permettre de rester stable et haut dans le temps. En fait, le truc aussi, c'est que le SEO prend du temps. Il faut se le dire. Ça prend du temps à mettre en place. C'est une stratégie sur le moyen terme, pas sur le court terme. Alors que le SIA peut être une bonne stratégie au début, puisque c'est du court terme, puisque dès qu'on paye, ça s'affiche. Et il faut, je pense, trouver la juste balance entre potentiellement faire du SIA pour commencer, puis le temps que son SEO monte. Les deux sont pas opposés. C'est ça que je veux dire. Les deux peuvent être conjoints, et on peut utiliser les deux pour pouvoir avancer plus vite aussi. Oui, de toute façon, il y a des stratégies où les deux sont complémentaires. Quand on veut une stratégie de vraiment occuper la première page, mais là, il faut du budget. Donc, j'ai certains clients qui avaient cette stratégie-là, qui dépensaient beaucoup en SEO, par exemple, moi en tant que consultant, pour être premier dans les résultats naturels. Voilà, je vais dire dans les résultats gratuits, mais non, puisque j'étais leur consultant, donc là, c'était pas gratuit. Mais ils avaient aussi un budget de dingue pour être premier dans le sponsorisé. Le but était d'être, donc, du coup, dans le sponsorisé, avoir une place, et aussi avoir encore 2 ou 3 places sur la première page. Oui, c'est vrai qu'on peut se demander, on voit par exemple des sites genre Booking ou des trucs comme ça, qui sont des très gros sites, c'est un truc même que je trouve assez dingue, ils se mettent en sponsorisé sur leur propre nom. Parce que normalement, quand on cherche le nom, bah, ça sert à rien. Si par exemple, tu vois, on veut chercher Grégory Verdier, photographe de mariage, bah, ça te sert à rien de mettre du sponsoring sur Grégory Verdier, puisqu'ils te connaissent déjà, ils te veulent toi. Et pourtant, il y a plein de sites qui se mettent aussi en sponsoring sur leur propre nom. C'est assez dingue, en fait. Ça, en fait, c'est pour éviter, donc Booking le fait pour éviter que Looking, par exemple, essaye de prendre leur place. Puisque même si Google, dans leurs règles, essaie de limiter, on va dire, parce qu'il n'arrive pas à complètement l'interdire, le fait de prendre un nom de domaine dans le sponsoring, il peut pas concrètement l'empêcher. Donc Booking le fait aussi sur lui-même. Tout comme il le fait après, je suppose dans leur stratégie qu'il le fait au moins sur les grandes villes. Ok, oui, ça permet de truster les places en haut pour avoir moins de concurrents aussi, et que les gens aillent moins voir la concurrence alors qu'ils sont en train de te chercher toi. C'est ça. C'est pas con. Voilà. C'est chiant, mais c'est pas con. C'est pour ça que Carglass, dans leur pub à la télé, nous dit bien de taper carglass.fr. Donc il faut qu'on dise d'autres marques de pare-brise. Alors il y a Soliglass. Ok. Et il y a France Pare-brise. Ok, bon voilà, on en a dit 3, c'est bon, et on en a dit que 2 on a dit Booking, Looking et Airbnb.
Voilà, allez, Airbnb. Je sais même pas si Looking existe en fait. On ira voir, on s'en fout Voilà. en fait. Et il y a une question qui revient assez souvent, c'est comment fonctionnent les moteurs de recherche? Comment ça fonctionne un moteur de recherche? Comment ça fonctionne l'algorithme du moteur de recherche? Comment on fait pour être premier sur Google? Mec, est-ce que tu peux me répondre à ça? Mais bien sûr que oui, mais je vais répondre comme un politicien, puisque en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Nous savons que nous ne savons Voilà. rien. Non, pour faire simple, Google maintenant, c'est un vieux site internet et un vieux moteur de recherche. Donc de base, il y a l'algorithme qui a été fait par les anciens patrons de Google, donc Larry Page, et j'ai oublié le nom de son acolyte, qui lui, bon, était une très bonne base. Sinon, il y serait plus. Mais depuis, petit à petit, ils ont fait, il a fallu mettre des ajouts sur des ajouts sur des ajouts. Sergey Brin. Sergey Brin, merci. Et puis ensuite, même si Google en parlait pas avant cette révolution qu'on est en train de vivre, qu'on vivait déjà avant, Google avait déjà injecté beaucoup d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que maintenant, l'algorithme de Google a sa propre base, mais il a aussi beaucoup de patchs, comme quand vous faites les mises à jour sur les jeux vidéo. Donc on peut penser que c'est un moteur de recherche dont le code est pas forcément le plus optimisé parce qu'il est ancien et qui doit être en continu, mis à jour en continu. Donc déjà, ça complique le fait d'avoir une vraie doc pour les ingénieurs de Google. En plus, chacun est hyper spécialisé sur des choses bien précises. Google a même son propre langage de développement et son propre compilateur. Le compilateur, c'est ce qui traduit ce qu'on tape nous en codant en code binaire, ce qui lui permet d'optimiser même des mois d'encodage. On en est là, dans leur optimisation à eux. Personne ne sait. Donc, si vous avez quelqu'un qui dit Google fonctionne comme ça et pas autrement, partez en courant. Et ensuite, donc, pour aller dans le plus concret, donc, ce qu'on sait de Google, c'est que pour nourrir cet algorithme, il y a des robots qui promènent. Donc, ce robot, en fait, s'appelle Googlebot. Il y en a plusieurs qui promènent en fonction de leur spécialisation. Il y a plusieurs types d'algorithmes qui se déclenchent selon qu'on ait un site internet lambda comme le nôtre ou selon qu'on ait un site d'actu, par exemple. Il y a plusieurs déclencheurs qui se font. Et donc, ce robot parcourt tout Internet pour mettre à jour le cache de Google. Donc, Google, en fait, a en permanence l'intégralité du web en cache. C'est ce qu'on peut trouver quand on clique sur le petit chevron à côté d'un résultat, en cliquant après sur en cache. Là, on est directement sur les serveurs de Google et pas sur le site Internet. D'ailleurs, il dit la dernière fois qu'il est passé. Donc, ce robot alimente l'algorithme et après, donc, l'algorithme classe les sites Internet entre eux et en fonction des requêtes. Tout ça, et donc, c'est la façon dont il le classe que plus personne ne connaît, même pas les ingénieurs chez Google. Est-ce que quelqu'un chez Google connaît? Ou en fait, au final, c'est tellement obscur que personne ne peut connaître ça? Pour moi, plus personne chez Google connaît. Ok. Ils ont lancé un monstre. Mise à jour, voilà, c'est vraiment c'est vraiment un tel monstre qui se met à jour tout seul, donc en fonction de l'intelligence artificielle et en fonction des directions que eux souhaitent prendre aussi, que plus personne n'est capable de le savoir. On peut le contrôler encore, mais on peut pas le savoir, quoi. Oui, ils peuvent le contrôler, et puis je pense que les ingénieurs les plus pointus, eux, vont être capables de te parler d'une partie très précise, mais pas de l'ensemble de l'algorithme. Oui, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a des règles globales, et après, il y a tellement de petites nuances qui vont te faire gagner un quart de place, un dixième de place, ou enfin, en gros, je pense qu'il y a un système de points. Il doit y avoir un système de points, genre sur peut-être 10 000 points et sur la requête, j'en sais rien, je dis des conneries, hein, peut-être, mais j'imagine ça comme ça. Et genre, t'as un score de 10 000 points pour être premier, et enfin au maximum, et en gros, il va t'afficher celui qui a le plus de points dans le truc. Mais c'est tellement des petites nuances et des petites nuances qu'au final, peut-être qu'il y a des nuances, si on fait deux nuances en même temps, bah ça annule. J'en sais rien. Enfin, il doit y avoir des choses complètement horribles en fait derrière. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que il y a la méthode empirique qui fonctionne, c'est-à-dire comprendre, voir ce qui fonctionne, essayer, et au final, on a pu voir, enfin des gens comme toi et d'autres personnes qui ont travaillé le SEO ont essayé, ont fait des tests. D'ailleurs, tu parles dans la formation et tu en parlais, je crois d'ailleurs, sur
sur le dernier podcast, je sais plus. Je sais, tu m'en as tellement parlé de cette anecdote-là que je ne sais plus où tu m'en as parlé, mais de la pizza, de la photo d'Adriana Carambeu sur une page de pizza. Voilà, c'est ça. Sur la recherche, sur la pizza aux anchois. Voilà. En fait, travail chez vous. Enfin, essayez chez vous, cherchez pizza aux anchois et vous allez tomber sur une photo d'Adriana Carambeu. Voilà, allez dans la partie images et vous verrez. Donc, c'était pour un test précis. Et oui, donc la méthode empirique, de toute façon, c'est la seule méthode que font les plus gros consultants qui, eux, ont des centaines de sites et des centaines de gros sites en gestion. Donc, quand Google fait une mise à jour, souvent, je crois qu'il fait 2 grosses mises à jour par an en ce moment. Donc, il donne les grandes lignes, mais sans en dire beaucoup plus. Et c'est 1 mois ou 2 après qu'on a donc les plus gros spécialistes qui disent bon ben voilà, on a testé sur 100, 200 sites. A priori, la mise à jour a été faite sur ce point et sur ce point, puisque machin a progressé, machin a régressé. Il y a toujours un top, les gagnants, les perdants du nouvel algorithme. Il y a quand même un truc qu'on peut dire, enfin, c'est que tu me dis si je me trompe. J'ai l'impression quand même que plus on est honnête envers et plus on travaille, plus on est réfléchi sur ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on joue le jeu, on donne le maximum de contenu à nos pages. Quand je dis le maximum de bon contenu, c'est pas mettre le maximum de mots, mais c'est en gros travailler pour répondre aux questions ou aux besoins des personnes qui vont arriver sur notre site. Plus on est sûr de rester dans le top ou de pas descendre en tout cas, ou de pas faire une chute vertigineuse avec le temps. C'est exactement ça. En fait, le SEO, c'est beaucoup de bon sens pour commencer. Le premier bon sens, c'est que même si on travaille sur un SEO, pensez à l'utilisateur final à la fin. Et on en sera toujours gagnant en faisant ça plutôt qu'en cherchant à suroptimiser avec les derniers petits trucs ou avec même des vieux petits trucs qu'on pense avoir trouvé tout seul en étant plus malin que Google, comme par exemple écrire du texte en blanc sur du fond blanc. Il y a des gens avant vous qui y ont pensé et Google a déjà des contrôles sur ça. En fait, c'est comme tous ceux qui vont se dire non mais allez, je vais faire un truc comptable, je vais passer ça comme ça et si j'ai un contrôle ça se verra jamais. Tu fais, les contrôleurs ils savent. ils ont déjà vu ils arrivent à toper des gens qui sont très 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 forts dans l'optimisation. C'est pas nous pauvres petits entrepreneurs ou entrepreneuses de base où on dit ah bah ouais mais si je passe la facture le mois prochain du coup ça va se voir. Ça va forcément voilà. On a le droit d'essayer, mais on n'a pas le droit de se faire prendre. C'est ça. Ça, c'est comme sur les photos, là, ça va peut-être plus parler aux photographes. Ce qu'on appelle la solarisation. Donc, en gros, tu as cramé ta photo et tu essayes de redescendre un peu les blancs pour pas faire cramer. Mais en fait, ça se cale tout de suite. Ou alors, faire une petite retouche, genre baisser la luminosité des bleus sur le ciel et ça te crée un petit liseré autour. Ceux qui ne sachent pas, bah, ils ne sachent pas. Mais ceux qui sachent, ils voient tout de suite, quoi. Si tu ne saches pas, tu ne saches pas. Mais si tu saches, tu saches. Exactement, ça se voit de suite. Alors, on a fait exprès on a fait exprès de faire une faute. Voilà, de toute façon, le sachoir vaincra, on le sait. Exactement. Et ceux qui sachent, sachent. Ou alors ceux qui savent, sachent. Voilà. Peut-être, on peut dire ça comme ça. Mais du coup, toi, ouais, parce qu'à la base, t'es photographe. On a fait un podcast ensemble sur la photographie de mariage. T'es qui, en fait, pour parler SEO? Ah, je suis qui? En fait, je suis un gars je suis comme les chats, j'ai plusieurs vies. C'est-à-dire que on te caresse souvent et que tu vas chercher les souris. C'est ça. Donc, pour la deuxième partie, si vous voulez voir des caresses, ce sera le podcast de Minuit 5. Il va ronronner. ASMR ronron. Voilà. En fait, donc, j'ai plusieurs vies. De toute façon, la plupart des personnes qui t'écoutent sont aussi en deuxième vie en tant que photographe. C'est ce qu'on avait pu voir précédemment ensemble aussi. Mon ancienne vie, c'est informaticien. Donc informaticien dans le sens le plus large du terme. Puis petit à petit, je me suis spécialisé dans les sites internet. Donc j'ai commencé en tant que codeur, donc programmeur pur et dur. Et petit à petit, je me suis intéressé au SEO en travaillant conjointement avec une chargée de com
qui elle m'a beaucoup appris sur la communication. Et donc moi j'ai essayé à ce moment-là de trouver tous les conseils possibles et d'essayer de les appliquer avec elle sur le site internet. Alors ce qui est super, c'est que moi j'avais une approche très scientifique et puis elle très littéraire. Donc on a pu faire toutes nos expériences. Son grand principe à elle, de toute façon, sans connaître le SEO, c'était que de toute façon, quoi que j'y dise, elle allait l'appliquer parce qu'elle était curieuse de ça. Mais elle m'a toujours dit les humains d'abord, sachant que quand on travaillait sur ça, on n'avait pas nous de contraintes de vente ou de contraintes de résultat puisqu'on le faisait pour une mairie. Donc une mairie n'a rien à vendre par définition, mais par contre on a tellement et encore parce que nous on n'a pas le droit de communiquer sur les candidats. Donc ça reste encore voilà, ça se discute. Ça se discute. On n'est pas là-dessus. Ça, ce sera pour le 3e podcast. C'est ça. Donc on a pu faire nos tests sans pression. Et donc en faisant nos tests sans pression, on a pu constater petit à petit qu'on avait quand même des performances de dingue pour un petit village. Puisque j'avais trouvé un moyen de me comparer aux grosses villes. En fait, je faisais le ratio, nos nombres de visites face au par rapport ramené au nombre d'habitants, qui était notre cible en fait, tout simplement. Les autres sont moins importants puisqu'il n'y avait pas énormément de tourisme. Et donc j'avais trouvé des sites qui permettaient d'avoir des estimations des visites des grosses villes. Et on est arrivé à avoir un ratio plus intéressant que ces villes-là. Donc voilà. Donc on avait un site d'enfer en appliquant petit à petit. Quand ça marchait, on le faisait. Quand ça marchait pas, on passait à autre chose. Mais c'est comme ça que j'ai pu moi apprendre les bases du SEO, donc de manière empirique, comme tu dis. Et puis après, petit à petit, j'ai consolidé avec des formations, avec des livres, trouvé d'un côté, de l'autre. Et puis en discutant aussi avec d'autres personnes qui, ça c'est même plus récent, en discutant de sa façon de faire, enfin de nos façons de faire, puisque de toute façon, il y a qu'en discutant avec des collègues, c'est comme ça qu'on apprend toujours le plus. Et du coup, maintenant, tu es toujours photographe, mais tu fais du coaching en SEO, tu fais de l'analyse de site, et tu es du coup consultant SEO pour d'autres boîtes. C'est ça, c'est le super avantage. Comme quand en photo on fait de tout, là je suis consultant pour tout ce qui est SEO, pour beaucoup de photographes de fait, parce que c'est comme ça, mais aussi pour des entreprises qui ont rien à voir avec la photo. J'ai pas besoin d'être spécialiste dans une profession pour pouvoir aider la personne, puisque de toute façon il y a des recettes, mais la première des recettes pour moi c'est d'impliquer la personne dans son propre SEO. Oui, mais du coup, merci. Maintenant, Greg, on sait mieux maintenant, même si on a eu un podcast entier pour te présenter et te connaître mieux. Maintenant, on sait mieux ta partie SEO. Et je trouve que ce que tu viens de dire est très, très important. C'est, il faut s'impliquer dans son SEO. Mais parce que c'est une démarche globale et pas juste se dire, ça va être 4 liens qu'on va mettre, ça va être 4 trucs en gras qu'on va mettre et 4 mots-clés qu'on va poser qui vont faire que le SEO va fonctionner, quoi. C'est ça, on est sur du travail continu et sur du travail de fond permanent. Et ce travail de fond, de toute façon, doit vous correspondre pour pouvoir, de toute façon, attirer vos clients. Et du coup, c'est une méga bonne transition, puisque y a une question qui a été posée, très simple. Le SEO, par quel bout commencer ? Elle est simple, la question. Enfin, elle est simple à poser. Après, la question est simple à poser. Voilà. Après, à répondre, on va y répondre avec du bon sens. Quand on n'a pas vraiment d'expérience en SEO et en codage, le bon sens, c'est de travailler encore et toujours ces textes. On est toujours sur un robot. Les robots, donc qui visitent les sites, c'est ce qu'on disait au début du podcast, visitent nos sites. Un robot, ça aime la structure. C'est facile, c'est un robot. Donc forcément, il n'y a qu'à voir. Ça aime avoir des ordres clairs et précis. Ensuite, de toute façon, les robots sont faits par des ingénieurs. Les ingénieurs, c'est pareil. Ça aime les choses claires et précises et ça aime essayer de penser à tout. Donc, c'est des personnes très carrées. Donc, la base pour vous, c'est d'avoir un site de toute façon qui va être structuré et avec beaucoup de texte pour que le robot puisse comprendre de quoi vous parlez. Donc, beaucoup de texte
il commence à comprendre à partir de 200, 250 mots de quoi vous êtes en train de parler. Après, il faut que vous ayez un contenu qui soit de qualité pour l'utilisateur final, mais aussi de qualité pour le robot. Donc, pour l'utilisateur final, c'est avoir quelque chose à raconter de manière naturelle. Pour le robot, c'est utiliser le champ lexical de du sujet dont vous êtes en train de parler, pour que lui puisse comprendre de quoi vous parlez. Et donc, de pas tourner autour du pot et de pas partir dans des grandes envolées lyriques pour parler de mariage, par exemple. Oui, tu disais à l'époque qu'il y avait une étude qui disait que Google avait, on va dire, l'intelligence d'un enfant de 5 ans. Bon, ça a dû augmenter un petit peu depuis, mais on va pas parler pareil de la même chose. On va pas parler de la même façon à un enfant de 5 ans qu'à un adulte de 30 ans, normalement. Normalement, je dis bien. Il y a toujours des exceptions. Oui, c'est ça. Mais en fait, encore une fois, comme c'est un robot, il comprend pas le premier degré. Non, il comprend que le premier degré. Oui, il comprend que le premier degré. Voilà, bien, en second degré, c'était beau, là. Tu vois, je ne suis pas un robot, j'ai compris. Bravo. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. En fait, quand on a, pour être plus concret, quand on a notre site, est-ce qu'il faut commencer directement à faire son site en pensant SEO, donc en s'étant formé avant, en se connaissant des trucs et tout ça, ou est-ce qu'on peut globalement faire son site et après penser SEO? Dans l'idéal et dans l'absolu, il faut penser au SEO dès la conception du site, parce que le SEO, donc même si la partie la plus importante, c'est les textes mal placés auront du mal à remonter. Pour vraiment caricaturer le truc, si vous parlez mariage dans votre rubrique grossesse, vous, en tant qu'humain, vous verrez le lien. Google va se dire, lui, il place mal le mariage, il parle peut-être pas vraiment du mariage, il parle plus de la grossesse. Et comme il va hésiter, il va se tourner vers un site qui lui parle concrètement du mariage et qui parle concrètement de la grossesse du site ou de la page. J'avais un exemple comme ça. Donc, une entreprise qui était plutôt performante en termes de SEO, avec laquelle j'ai travaillé il y a quelque temps, à sa référence star, qui est passée de la première page à la 4e page en l'espace d'un mois. Panique. Oh oui, ils étaient clairement en mode panique parce qu'en plus ils arrivaient à quantifier les pertes à cause de ça. Le problème, c'est que le SEO, donc c'est toujours un travail assez long. Là, il a fallu que je comprenne déjà pourquoi il avait plongé, lui précisément. Et après, il a fallu le faire remonter. Le problème de cette page, en fait, c'était le maillage du site. Donc, le maillage, c'est son arborescence. C'est les liens qu'il y a entre les différentes pages. Voilà, c'est les liens entre les pages. J'ai retravaillé l'arborescence de cette page et de toute la rubrique globalement. Et donc, 2 mois et demi après, cette référence-là s'est retrouvée 3e. Elle a fait 4, 3, 2. Elle est pendant ces 2 mois, elle est 2 mois, c'est rapide en SEO, surtout quand on plonge comme ça. Donc elle est remontée assez rapidement. Et là aujourd'hui, je surveillais parce que j'aime bien regarder mon travail de temps en temps. Si cette référence n'était pas retombée, elle est toujours en première page. Ok. Ouais, donc faut quand même le surveiller. Faut quand même le surveiller de temps en temps, quoi. C'est ça. Et là, donc, c'était parti dans l'idéal, oui, et dans le concret. Et dans le concret, comme je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent ont déjà fait leur site, dans le concret, ça peut se retravailler après aussi. Surtout, voilà, quand on est photographe et qu'on a à peu près une dizaine de pages, c'est pas une énorme contrainte de le retravailler après. Mais l'avantage de le penser avant, c'est que tout le travail fait en amont, quel qu'il soit, on a déjà travaillé pour le site internet et pour le référencement. Donc du coup, il se perd moins facilement. On gagne du temps à le faire avant. En fait, je pense que ce qu'il faut, ce qui peut faire peur dans ce que tu viens de dire, c'est ok, le site internet, c'est déjà quelque chose de très compliqué à faire. Faut déjà en plus, si on le fait nous-mêmes, faut déjà s'y connaître, utiliser WordPress ou aller sur des sites obscurs ou des trucs comme ça. Et se dire merde, putain, déjà, il faut que j'arrive à savoir qu'est-ce que je vais mettre dans mon site
en texte, j'arrive pas à parler, je sais pas écrire, moi je suis photographe, bordel, quoi. Et qu'est-ce que je vais dire sur moi, qu'est-ce que je vais dire je veux dire, bienvenue, vous êtes présent sur mon site, merci. Et si en plus je dois penser SEO, déjà que je sais pas ce que c'est le SEO, jamais je fais de site, en fait. Je pense qu'il faut pas interpréter ce que tu viens de dire de cette façon-là. Ce qui est à interpréter dans ce que tu viens de dire, c'est plus tu as une démarche logique sur la création de ton site, et comme tu dis, en fait, c'est des choses extrêmement logiques. Si tu as une page grossesse, tu ne parles pas de mariage dedans. Si tu as une page mariage, tu vas pas parler d'autre chose dedans. Tu vas parler globalement que de ce qui tourne autour du mariage et de la prestation de photographe de mariage. Et tu vas faire des rapports entre chaque. Tu ne vas pas avoir d'un coup un paragraphe sur la grossesse ou sur du corpo ou sur autre chose. Et aussi de se dire, bah voilà, je vais structurer mon site en ayant ma page d'accueil, en ayant ma page mariage, en ayant ma page contact. Enfin, en gros, c'est juste des trucs logiques au début. Comme tu dis, le SEO, ça a été fait par les ingénieurs à la base. Enfin, les moteurs de recherche sont faits par des ingénieurs, donc il faut que ce soit logique, il faut que ce soit structuré. On n'est pas encore à une histoire de mots-clés, on n'est pas encore à une histoire de champ lexical ou autre. Enfin, en tout cas, pas pensé, pas réfléchi en tant que tel. Si vous faites une page sur le mariage en disant ce que vous faites en photo de mariage et autres, de toute façon, vous allez forcément utiliser du champ lexical autour du mariage. Vous n'allez pas d'un coup parler d'un champ lexical du béton, enfin, ou de la construction d'une baraque, ou j'en sais rien. Et en ça, je pense que ce que tu dis, ce SEO-là, si on y réfléchit un minimum et qu'on n'est pas trop con sur le moment et qu'on ne se laisse pas embrigader par 5 conseils pour faire du SEO, pour que enfin voilà, on le réfléchit de base. Enfin, en tout cas, je me dis ça. Oui, c'est exactement ça. En y pensant en amont, en fait, on va penser à la structure de son site en amont et on va la faire proprement en pensant au SEO. Donc, comme tu dis, c'est parler de grossesse en grossesse, parler de mariage dans la partie mariage. En fait, on fait du SEO sans le savoir. Voilà, c'est ça. On en fait sans le savoir. Et après, l'avantage de le travailler en amont au moment où vous allez faire les textes, c'est que du fait que vous avez travaillé en fait sur quelles requêtes vous voulez être retrouvées et est-ce que ces requêtes fonctionnent ou pas, puis ensuite sur le champ lexical qu'il y a autour de la requête, normalement c'est un travail que vous devriez faire même sans SEO, plutôt que vous lancer à écrire et être sec au bout de 3 lignes. Si vous travaillez déjà en amont sur le SEO et si vous travaillez tout autour sur quoi dire, quels mots utiliser, quels termes utiliser, vous allez nourrir votre cerveau. Donc en fait, tout ce travail que vous faites de recherche de toute façon pour le SEO va nourrir votre esprit et à la fin va vous aider à écrire de toute façon. Donc c'est tout bénef et c'est moins de temps perdu de travailler au SEO dès le début, même si c'est douloureux de commencer. Titre. Désolé. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de titre dans ce podcast. En fait, est-ce que dans ce cas-là, je suis foutu si j'ai commencé mon site sans penser au SEO, sans penser aux mots-clés, sans penser aux requêtes? Et non, t'es jamais foutu. Parce que de toute façon, le SEO, c'est un travail de fond et un travail en longueur. C'est un travail qui évolue en permanence. C'est-à-dire que si tu l'as pas fait, c'est pas grave. T'as perdu des visites. T'as été moins bien placé, mais déjà si t'as fait ton site sans penser au SEO, en fait, t'es déjà en avance de toute façon par rapport à ceux qui pensent SEO mais qui ont toujours rien publié. Donc au moins t'as fait quelque chose. Un intelligent assis ira moins loin qu'un con qui marche. Voilà. C'est pas exactement. C'est pas intelligent. On va remettre la phrase de Michel Audiard vraiment. Voilà, un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Voilà, disons-le vraiment bien. C'est ça. Alors en même temps, c'est pas parce que vous n'avez pas fait votre SEO que vous êtes con. Non, loin de moi. Et c'est pas parce que vous l'avez pas fait que vous êtes un intellectuel aussi. Non, mais voilà. De toute façon, la meilleure pratique, même en SEO, c'est l'action. Tant que vous êtes dans l'action, vous avez bien fait. Ensuite, le mieux vaut fait que parfait. Voilà, mieux vaut fait que parfait aussi. Donc au moins, là, c'est fait. Vous êtes en ligne. Maintenant, à vous de progresser en travaillant sur le SEO, qui de toute façon est un travail continu. C'est comme ça que de toute façon, des pratiques dans le SEO, c'est de temps en temps revenir sur ces derniers articles pour dire les choses différemment.
Si vous revenez sur vos vieux articles, normalement, vous avez progressé, vous, en qualité d'écriture, ou il y a des choses qui ne vous correspondent plus, vous les changez, et ça peut avoir un impact. Complètement. C'est vrai que j'y ai pas pensé à ce truc-là, de faire évoluer son client cible et de se dire, il y a peut-être un article de blog qu'on a fait il y a 3 ans quand on avait un autre client cible et que celui-là, faut peut-être le virer maintenant parce qu'il parlera plus en fait. C'est ça. La bonne personne. Un site internet, c'est vivant. Comme Terminator. Faut pas trop le dire en ce moment avec toutes les histoires d'algo et tout ça. Et du coup, tiens, tu parlais de blog. Est-ce que écrire des articles de blog pour améliorer le référencement du site, c'est une bonne ou une mauvaise stratégie SEO? Question qui a été posée. C'est toujours une bonne stratégie, puisque la clé, c'est le mot-clé. Waouh, t'as le sens de la phrase, toi. N'est-ce pas? J'adore mes tournures. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la stratégie avec le blog en fait est utile parce que vous allez parler de plusieurs choses différentes. C'est l'endroit où vous pouvez vous lâcher, le blog. C'est-à-dire que globalement, vous avez pour le cas d'un photographe de mariage, vous avez deux parties. Vous avez des pages qui ne servent qu'à vendre. Du coup, elles sont très axées là-dessus et sur de l'efficacité immédiate et rapide. Mais vous avez la partie blog qui va vous permettre en fait d'attirer surtout votre avatar client. Donc, vous devez connaître votre avatar client. Voilà, ça on le dira jamais assez. Ça, c'est toujours le truc, qui me fait bizarre, ce que quand j'ai les gens en formation. T'as beau l'avoir répété, j'ai beau l'avoir mis dans le livre, j'ai beau le dire en podcast ou le dire que mes invités le disent ou autre, il y a que très très peu de monde qui ont vraiment travaillé ou qui ont ne serait-ce que réfléchi à leur client cible. C'est ça. Alors c'est le truc essentiel, quoi. Et quand tu écoutes des entrepreneurs de tous bords, quand on les écoute dans des podcasts, on peut estimer que c'est parce qu'ils savent ce qu'ils font et que c'est souvent pour parler de leur réussite, en fait, en tout cas dans ceux que j'écoute. Quand ils viennent sur ça, ils t'expliquent qu'ils ont des avatars clients très clairs. Donc faites votre avatar client, bordel. Votre client cible, votre persona, comme on dit aussi. Voilà, c'est les mêmes, faites-les. Faut que je fasse une formation spéciale sur le client cible, je pense. C'est un truc à côté et tout. Ça pourrait être... Est-ce que vous voulez des petites formations? Parce que j'ai la grosse formation, le grand saut, mais est-ce que vous voulez des petites formations? Genre, est-ce que vous voudriez une petite formation sur le SEO? Enfin, quand je dis petite, une plus petite formation. Répondez en commentaire. Pouce rouge, pouce bleu si vous le voulez. Voilà. Laissez un commentaire 5 étoiles si vous le voulez. Voilà, et n'oubliez pas de commenter sur Apple Podcast et de partout. De laisser sur Spotify maintenant, on peut aussi. On peut laisser même un commentaire par podcast. Puis sur Apple Podcast et en général, et sur Spotify, on peut laisser par podcast maintenant des commentaires. D'accord. Posez vos questions en commentaire aussi. Ouais. On verra si on y répond ou pas. Ouais, parce qu'après, il faut aller les chercher partout entre Spotify, YouTube et tout ça. Bon, non, posez pas vos questions après, il faut y répondre. Abonnez-vous déjà à la newsletter au mail du guide du photographe de mariage. Vous avez le lien dans la description. C'est là où vous pouvez me poser directement les questions en direct et je les vois et j'y réponds. Donc du coup, le blog, c'est extrêmement important pour... est-ce qu'on peut dire qu'on a fait du SEO si on n'a pas fait de blog? On fait, en fait, du moment qu'on fait un site internet et qu'on a essayé de travailler pour le robot, forcément, on a fait du SEO. Oui, mais est-ce qu'on a fait du bon SEO si on n'a pas si on n'a pas de blog? La question n'est pas forcément bien posée. Okay. Le problème, c'est que... Si t'es plus intelligent que moi, vas-y, pose-la. En fait, le problème d'un site de photographe, c'est qu'il est souvent très petit. La page d'accueil, bonjour, je suis un photographe merveilleux, prenez-moi pour votre mariage. La page de mariage, j'adore faire des mariages, c'est ma passion depuis toujours, les robes de mariée, tout ça, j'aime trop. Et si vous êtes là, c'est que vous cherchez c'est que vous allez vous marier, félicitations. Voilà, donc allez, contacte-moi, c'est là en bas, le formulaire de contact. Et puis après, qui suis-je? Je suis né avec un appareil photo dans les mains et puis je fais des selfies toute la journée. Et mon papa m'a appris. Voilà, et mon papa m'a appris. Voilà, donc là, il y a la moitié qui sont vexés, je pense. On en a perdu la moitié. D'abord, mais voilà. Je rigole là-dedans, mais c'est juste que c'est ce que je vois sur la plupart des sites, et c'est pas parce que votre papa ou votre maman vous a appris que c'est mal.
mais c'est juste que tout le monde le dit. Et donc, c'est juste que là, ça devient un peu plus problématique. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est bien de partager avec ses parents. Complètement. Voilà. Surtout la dernière part de gâteau. On la prend, ça, c'est comme la dernière part de frites, tu les prends pour toi, merde. C'est ça. T'en veux pas? T'en veux pas? Ah, t'en veux pas? T'en veux pas? Eh ben, tiens, je prends. T'en aurais voulu? Merci, gars. Mais donc, si vous faites juste ces pages, ça va être difficile de remonter parce qu'il n'y a pas énormément de contenu. En faisant le blog, vous allez pouvoir vous démarquer en montrant que, en fait, vous vous y connaissez en mariage. Donc, ça aide. Puis, est-ce que Google aime bien le fait qu'il y ait du nouveau contenu régulièrement sur ton site? C'est assez difficile de répondre parce que Okay. oui, il aime bien, il crache pas dessus quand il le voit, mais de toute façon, pour des réponses intemporelles, le contenu, s'il est qualitatif, il reste qualitatif. Sinon, justement, on serait dans l'obligation de toujours faire du nouveau contenu. Moi, mon site, comme je suis un peu flemmard, par exemple, je l'ai pas mis à jour depuis 2 ans et demi. Ma requête principale, la requête sur laquelle je plus travaillé, c'est photographe de mariage à Avignon. Sur cette requête-là, même après 2 ans et demi de glandouille sur mon site, je suis toujours en première page. Ok. En fait, ce que je voulais te dire surtout, c'est, en effet, oui, si la requête est bonne et que, si les gens si Google pense que les gens qui ont cherché ça arrivent sur ton site et sont satisfaits, il va te garder en avant, ça c'est sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que quand tu es dans ta quête que ton site remonte, même tu vois sur photographe de mariage Avignon, ou que tu es en 4e page, imaginons, et que tu as bien fait ta page de mariage, tout ça, elle va remonter, mais est-ce que ça remontera pas plus vite si tu fais des articles de blog à côté? Si quand tu fais tes articles de blog, du coup, tu restes sur toujours à peu près la même thématique. C'est ça. Il faut pas que d'un coup tu ailles parler de l'élevage des chèvres dans le Larzac, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que le blog est censé renforcer ta crédibilité. Donc, renforcer ta crédibilité dans le mariage, c'est parler de la photo de mariage parce que tu es photographe, mais tu peux parler aussi de moments plus précis. Tu peux parler des préparatifs du mariage, et après, quand tu parles de la photo de mariage, quand tu parles de la partie préparatif, faire un lien vers ton article qui parle que des préparatifs, par exemple. Ok. Donc, on aura compris que le blog, c'est quand même quelque chose d'important. Ouais. On va avancer parce que il y avait d'autres questions et en fait, on a pas mal blablaté sur les premières questions. On va essayer d'avancer un petit peu. Il y a quelques autres questions sur lesquelles on aimerait bien aller. Est-ce que le classement de mon site que je vois dans Google, sûrement quand la personne cherche son nom ou quand la personne cherche photographe de mariage à tel endroit ou autre, correspond bien à celui que mon client cible voit? Non. Question suivante. Non, si tu peux aller un peu moins, si tu peux faire un peu plus long, s'il te plaît. Un petit peu, au moins 3-4 mots de plus, tu vois, que 200, 250 voilà. Pour que Google comprenne de quoi tu parles, tu vois. Non, en fait, vous allez avoir un aperçu approximatif parce qu'en fait, vous avez les résultats personnalisés. C'est-à-dire que sur Chrome, vous avez sûrement votre compte Gmail connecté qui l'aide à savoir avec tout votre historique ce que vous regardez. Il y a la géolocalisation, il y a tout qui entre en compte. Alors même si vous êtes en navigation privée, c'est pas forcément fiable à 100%. C'est pas. Vous avez une idée des tendances. Alors moi, quand je veux vérifier rapidement, je me mets en privé et en fait, effectivement, je regarde de toute façon les tendances. Parce que c'est ce qui m'intéresse plutôt qu'une place précise, parce que j'aurai pas de place précise de toute façon. Quand je veux faire un vrai suivi sérieux, là j'ai d'autres outils plus spécialisés. Et si vous voulez avoir quelque chose qui est, on va dire, le moins pire, vous avez des sites internet qui vous proposent de faire cette recherche à votre place. Vous mettez le moteur de recherche, vous vous localisez.
Et à partir de là, il va vous dire, bon, ben, t'es en telle position sur tel serveur, et il va te donner la position sur une dizaine de serveurs. Oui, parce qu'il faut se dire aussi qu'il y a plusieurs serveurs, enfin, il y a beaucoup de serveurs, et en fait, il va, en fonction de là où on est dans le monde, on va pas, Google, ou peut-être aussi de la disponibilité des serveurs, il ne va pas chercher dans le même serveur, enfin, toutes les recherches ne se font pas au même endroit. Et c'est ce qui est ouf, c'est de se dire que notre position peut être différente en fonction de ces serveurs-là. Donc, ce que ce genre de site va nous donner, c'est une moyenne sur ces différents serveurs-là. C'est ça. Même des serveurs, on peut ne pas être référencé du tout. Donc, si notre client cible utilise ce serveur-là, sans le savoir, puisqu'on ne peut pas forcément le savoir, et ben, du coup, il ne nous verra pas du tout. Voilà. Après, c'est qu'un échantillon sur toute la quantité de serveurs. Là où il faut s'inquiéter, c'est si on voit qu'on est référencé sur aucun serveur. Oui, puis c'est vrai que sur certains serveurs, on peut être en première page, d'autres, on peut être en troisième page. Enfin, ça change pas non plus du tout sur tout. On peut pas être en première page sur un serveur et pas référencé du tout, ou en 50e page sur un autre serveur. Oui, non, en général, les serveurs sont quand même à peu près cohérents entre eux. Après, c'est, voilà, soit t'es 4e, soit t'es 6e. Enfin, il n'y a pas énormément non plus de différence parce qu'ils se mettent à jour entre eux. Ouais, mais après, si t'es entre 9e et 11e, première page ou deuxième page. Oui, quoi. Oui, bah, c'est les moments où tes limites, comme les tranches des impôts, comme les excès de vitesse avec les radars, il y a un moment, bah, ça tranche. T'es vivant ou t'es mort, quoi. Voilà. Parce qu'en deuxième page, c'était quoi le truc aussi? C'est le meilleur endroit pour cacher un corps? Ouais, c'est le cacher en deuxième page de Google. Je vous ai tellement, enfin, la métaphore, si c'est une métaphore, est tellement bonne. Ouais. N'est-ce pas? Donc, ok, donc là, toi, tu conseilles SEO Ninja Hero, c'est ça, pour aller voir? Ouais. Oui, parce qu'il est simple, et gratuit. Il y a une version payante, non, je crois, dans ce site. Mais je me souviens plus. Je crois que la version gratuite est limitée à un certain nombre d'essais, mais vous pouvez, par exemple, vous mettez tout simplement votre site. Par exemple, pour moi, sébastienroignon.com, et par exemple, chercher sur photographe de mariage Lyon. Je sais pas du tout. Tiens, je vais regarder. Parce que comme j'ai pas du tout travaillé mon SEO sur ce site-là. On a travaillé à... T'as jamais travaillé, toi, photographe de mariage Lyon? Non, c'est vrai en plus, puisque je suis pas vraiment... Mais en fait, on a beaucoup travaillé le SEO du site du guide du photographe de mariage, mais j'ai quasiment jamais travaillé le... Donc, si je cherche photographe mariage... Tiens, je vais le faire en... Hop. Si vous êtes sur Google, vous le voyez. Si vous êtes sur YouTube, vous le voyez. Mariage Lyon, comme ça je ne mentirai pas. Alors je cherche sur Lyon pour voir. Et donc là, je suis... Ouh, c'est pas bon. Bon, en même temps, je crois que j'ai pas parlé de Lyon en fait sur mon site, donc il doit pas du tout me trouver. Il me trouve sur aucun data center. Bon, on va faire photographe de mariage tout court alors, on va essayer. Ouais, bah j'ai bien descendu. Ouais, mais je crois qu'en fait, de toute façon, t'as fait des modifs pour l'orienter un peu plus hauteur depuis qu'on a travaillé ensemble. Ouais. Donc c'est pas surprenant, c'est pas surprenant, c'est pas inquiétant. Non. Donc du coup, bah le résultat, il est simple. Hein. Le résultat, il est position moyenne 82, donc position moyenne 8e page. Parce que aussi, bah, comme tu le dis, j'ai réorienté un petit peu mon site. Il n'est pas spécialisé du tout. Le nouveau site que je dois remplir, sera spécialisé mariage. Et là, ça va rebooster un petit peu. Mais c'est vrai que le côté auteur a été un petit peu plus travaillé. Donc forcément, Google a moins compris aussi le truc. Mais comme quoi, bah, faut faire attention à son site aussi. On peut passer de la première page à pire que cacher un corps. Voilà, en faisant des mauvaises décisions aussi, quoi. Mais je tiens à dire, c'est pas parce que moi je suis là que un de mes sites est là que je ne connais pas le SEO. C'est juste que je ne l'ai pas travaillé et je n'ai pas fait en sorte. Et ce n'est pas une de mes stratégies pour me faire trouver en tant que photographe de mariage. Donc il y a beaucoup d'autres choses qui sont travaillées, et comme tout, le SEO n'est pas une obligation, le SEO est une stratégie qu'on fait ou qu'on fait pas pour pouvoir rentrer en contact avec son client cible. Oui, c'est ça. Le moment où ça a été la stratégie avec ce site internet-là, ça a été quand tu l'as lancé, tu étais en première page. Parce qu'au début, on a dit que c'était un travail périn, un travail qui est duré dans le temps. Donc, je reprends ce qu'on disait au début pour ceux qui n'étaient pas encore très concentrés. Oui, c'est un travail périn,
Sauf que là, si Sébastien n'est plus en première page, c'est parce que il a changé son contenu. Son contenu a évolué pour moins le spécialiser sur le mariage et plus parler auteur. Donc du coup, le site est moins intéressant, moins pertinent pour parler de mariage. Complètement. Voilà, la descente s'explique, est logique et évolue, est logique et assumée. Voilà. Et assumé. Et c'est pas un problème en tout cas. Ouais. Par contre, sur le site du guide du photographe de mariage, on a extrêmement travaillé des mots-clés et on est remonté et on est maintenant, je crois, à 8 ou 9 mots-clés en première page. On est remonté sur plein de mots-clés. Enfin, ça marche très bien, mais on a une stratégie pour. Tiens, je vais juste faire un petit se coucher moins bête, puisque c'est une question que je me pose depuis très longtemps et je t'ai entendu l'utiliser. On ne dit pas périn, on dit pérenne, même au masculin. Ah oui? Ouais, ça ne se change pas du coup. Ça ne s'accorde pas. D'accord. Il y a une autre question qui m'a pas mal intéressé. Enfin, toutes les questions étaient super intéressantes, mais j'ai dû en sélectionner quelques-unes. J'ai un score SEO sur mon WordPress à 95%. Donc, à mon avis, la personne parle de Yoast ou de plugin comme celui-là qui permet en fait de passer à la moulinette une page de notre site et de savoir en gros si sur tel mot-clé on est bon ou n'est pas bon. Et donc il dit qu'il a un score de 95% et pourtant il n'a aucune visibilité. Et comment savoir ce qu'il faut améliorer? Alors c'est bien parce qu'il y a deux parties à cette question. Les scores que donne Yoast ou Rank Math ou SEO Press. SEO Press, merci, ça fait 3. Surtout dans la version gratuite, sont à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que ça aide à mieux écrire. Je m'en sers aussi, de toute façon, de ces indications-là. Mais le problème, c'est que ça reste des plugins gratuits. Enfin, surtout dans leur version gratuite, puisque j'ai parlé que de ça. Le but, c'est de faire en sorte que votre site internet vous coûte le moins cher possible. Donc, on va rester sur la partie gratuite. Le problème, c'est que quand on a compris ce que voulait Yoast, qui essaye de coller à Google, mais en tant que petit plugin ne peut pas coller à Google, c'est très facile d'avoir des bonnes notes avec Yoast, mais en fait d'avoir fait un mauvais travail. Quand il vous dit, par exemple, un des critères de notation, c'est votre façon d'écrire. Donc bon, vous écrivez un peu différemment. Un de ces critères, c'est d'utiliser la requête dans le titre. Bon, une fois que vous l'avez fait, vous avez compris, c'est fait. C'est un bon départ. Mais si vous avez fait ça, mais sans être pertinent ou cohérent et sans utiliser, du coup, toujours tout ce qui est le champ lexical de manière attendue par Google, dans ces cas-là, vous serez mal placé. Vous aurez une bonne note pour Yoast, mais vous serez mal placé. Puis ça reste un robot qui note un travail d'humain pour un robot. C'est ça. Et puis, sachant que c'est un robot qui note, mais qui note avec beaucoup moins de critères et beaucoup moins de finesse, surtout. Ça reste un plugin qui est sur votre site internet. Donc, du coup, c'est forcément quelque chose de simpliste. Donc, ça rend service, mais c'est pas ça qui va faire que c'est pas parce que vous avez telle note que vous allez être forcément premier sur Google. La version payante améliore les choses? La version payante n'améliore pas le classement, mais la version payante donne des suggestions déjà un peu plus pertinentes. Et là, il y a quelque temps, il y a une API, il y a une connexion qui se fait avec SEMrush, par exemple, qui vous aide à trouver certains mots-clés. Donc, du coup, qui peut vous aider dans la rédaction. Et donc, du coup, la deuxième partie, c'est comment savoir ce qu'il faut améliorer? Déjà, si vous êtes devenu fort pour être pour avoir une bonne note avec Yoast, mais que vous n'êtes pas visible, je pense que vous avez du coup le problème de toutes les personnes qui, au début, font du SEO, c'est-à-dire que vous avez trop parlé au robot. Je ne vais pas pouvoir vous dire exactement ce qu'il faut améliorer sans voir le texte, mais je pense que le texte, tout simplement, je pense qu'il manque de naturel, de base, et je pense qu'il manque aussi
de champ lexical, de termes qui aident à comprendre vraiment le contexte. Puisque ça, Yoast voit pas en fait le champ lexical qu'il y a tout autour de la requête. Mais Google, lui, il le voit et il s'attend à voir certains mots. Vous parlez de mariage sans parler de la robe de mariée, par exemple, vous faites défoncer. Alors c'est très absolu comme réponse et comme indication, mais dans l'idée, dans la philosophie, c'est ça. Oui, voilà, c'est dans l'idée. C'est pas parce que sur votre page il y aura pas marqué robe de mariage à un endroit que vous ferez vraiment défoncer. C'est juste si vous n'utilisez pas les termes globaux, on pourrait dire par exemple 50 termes et que vous n'en utilisez pas au moins 25 sur ces 50, là vous vous ferez défoncer. Et ça peut être alliance, domaine, cérémonie, église, enfin voilà, tout ce qui est dans le champ lexical en fait de la photo de mariage. Enfin, du mariage et de la photo de mariage. Donc, il va y avoir cliché, photo, appareil photo, déclenchement. Enfin, en gros, il faut qu'ils comprennent qu'il y a de la photo et qu'il y a du mariage. Et qu'il y a de la photo de mariage. C'est ça. Alors, placez quand même robe de mariée parce que c'est quand même le truc le plus tapé et loin devant tout le reste. Hein. Ok. Comme quoi, quand tu dis plus tapé, c'est-à-dire je suis en train de vérifier, de comparer les chiffres sur le planificateur de mots-clés de Google. Okay, de recherche de mots-clés, quoi. Voilà. Donc, je regarde. Donc, robe de mariée, comme résultat, en recherche, j'ai entre 10 000 et 100 000 résultats mensuels. Photographe de mariage, j'ai entre 1000 et 10 000 résultats. Ok. Donc, il y a plus de gens à chercher robe de mariée qu'à chercher photographe de mariage. Voilà. Pourtant, ça concerne que la moitié des mariés. Normalement. À peu près. Normalement. Ouais, après, tiens, du coup, rapidement, du coup, tu parlais du planificateur de mots-clés. Donc, en fait, il y en a un endroit pour pouvoir trouver des mots-clés. Oui. Et ça, on le verra dans la formation. Voilà, vous le verrez. En fait, oui, le plus fiable, c'est d'aller dans l'outil de planificateur de mots-clés de Google. Donc, c'est un outil qui se trouve dans la partie Google Ads. Ouais, compliqué. Donc, dans la partie pour paramétrer les publicités payantes, vous avez cet outil-là qui sert qu'à regarder les mots-clés. Et donc, en fait, dans le planificateur de mots-clés, il sert à voir la valeur, le coût d'un mot-clé au clic, mais vous pouvez aussi voir si la requête est beaucoup recherchée ou pas. Okay. Donc, c'est là qu'on peut le voir et c'est comme ça, entre autres, ça fait partie de la méthode pour savoir quels sont les mots-clés pertinents. D'accord. Bon, bah ça, vous le savez, vous pouvez aller voir et on le décrit forcément beaucoup plus dans la formation et on vous dit comment gérer tout ça. Avant-dernière question, comment intégrer des critères géographiques sans avoir à énumérer une liste de villes sur chaque page ou avoir à faire un article, une page sur chaque ville En gros, comment faire pour dire, par exemple, pour moi, tu vois, être photographe de mariage à Lyon? Sans le faire, justement, sans faire une page par ville, en fait, vous pouvez pas. Ok. C'est-à-dire que le grand principe du SEO, quand même, c'est que vous avez une requête sur laquelle vous voulez travailler, vous devez avoir une page spécialisée pour cette requête. Du coup, Seb, si tu veux qu'on te trouve sur photographe de mariage Lyon, il va falloir que tu parles de mariage qui se passe à Lyon. Donc, pour ce faire, tu vas parler de ce mariage, mais tu vas aussi parler de Lyon, avec les lieux, avec des lieux touristiques, avec des lieux remarquables. Tu parles pas du petit quartier que tu as trouvé pour faire des jolies photos, mais que les touristes ne connaissent pas, mais tu peux parler du parc de la Tête d'Or, c'est ça? Bien vu, c'est ça. Voilà. Donc, tu peux parler de ça et dire que tu fais des photos de couple là-bas. Je suis tombé sur un site hier, sur un domaine, alors qui a commencé son SEO, je pense, mais qui est donc dans le Pays Basque, et tu avais genre les meilleures plages du Pays Basque, un truc sur Biarritz, un truc, enfin voilà, des pages de leur site là-dessus, quoi. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Et puis, idéalement, après aussi, pour compléter cette page-là où tu parles d'un mariage qui s'est passé à Lyon, comme ça, au moins, tu dis bien que tu es photographe de mariage à Lyon, tu peux faire aussi un deuxième article complémentaire qui parle que de Lyon. Et tu fais un lien, entre les deux. Comme ça, tu vas encore plus montrer que tu connais Lyon, en parlant, voilà, de tes endroits préférés, pour aller faire des photos à Lyon, mais sans forcément parler mariage. Là, c'est vraiment Lyon. Ok. Là, si
Tu as une deuxième partie, c'est Google Business. Alors, oui, Google Business, en gros, c'est... vas-y, pardon, explique-le, Vas-y. j'allais l'expliquer. C'est ça. En fait, Google Business, là, le but, c'est de trouver à chaque fois les professionnels les plus proches. Donc, Google Business, c'est la partie de Google qui utilise le plus votre géolocalisation au moment où vous faites une recherche. Donc, du coup, vous aurez à chaque fois les professionnels les plus proches de vous. Donc, il faut que vous travaillez aussi cette partie-là. Par contre, dès que vous vous éloignez, du coup, dès que votre prospect s'éloigne, il vous trouve moins. Oui, c'est ce qui est le plus compliqué. Par exemple, pour moi qui fait des mariages un peu partout en France ou à l'étranger, c'est compliqué de se placer. J'avais interviewé David Z qui, lui, a pris la décision d'avoir un site par pays. Ouais. Avec, par exemple, le point .fr, le point... UT pour l'Italie, ES pour l'Espagne. Voilà. Tu penses que c'est une bonne solution? Après, il est à l'international. Oui, bien sûr. Donc, du coup, voilà, là, ta question, rien à voir avec Google Business, pour le coup. Oui, bon, ça va, hein, t'es pas obligé de me tacler comme ça non plus, quoi. J'essayais d'être gentil. De suite. Non, évidemment, ça n'a rien à voir avec... voilà. Ça va avoir avec la question, mais pas avec Google My Business. En tout cas, Google My Business est quelque chose d'important dans le SEO. Oui, c'est important pour ceux qui veulent travailler localement. Ok. D'accord. Voilà, donc ça n'est pas pour toi. Et pour l'international, voilà, pour répondre, c'est une stratégie, mais bien le différencier aussi en étant sur le même domaine, ça marche aussi. Ouais. Bon, je voulais qu'on parle un petit peu aussi de cette question des pratiques un peu grises, voire très grises, qu'on peut voir, puisque on a pu remarquer, si vous cherchez un petit peu, on a pu remarquer que quelques 2-3 photographes français se trouvent partout partout en France, dans chaque petite ville, dans chaque bourg, dans chaque... en gros, ils ont beau habiter à un endroit spécifique, c'est comme s'ils étaient partout dans toutes les villes. On ne citera pas de nom, mais vous avez juste à regarder. Il y en a un qui est dans la cuisine, par exemple. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que moi, c'est quelque chose qui m'énerve très, très profondément. Ouais, on peut en parler, bien sûr. Est-ce que tu peux expliquer le principe derrière et pourquoi c'est pas bien? Alors, le principe derrière. Donc, ces personnes qui font ça, en fait, font ce qui s'appelle, pour le coup, des pages satellites. C'est-à-dire que c'est des pages qui sont faites vraiment que pour Google. Puisque une fois qu'on est sur leur site internet, on est redirigé vers une autre page et il est impossible de revenir sur cette page-là. Google n'aime pas cette pratique. Et pourquoi ils sont encore là alors? Je pense tout simplement que malgré qu'il fasse ça, il doit pas avoir assez de visites et je pense qu'il est en dessous des radars. Ok. Tout simplement. Par contre, ce que j'ai constaté chez moi, c'est que si vous faites du bon travail SEO, vous lui passerez devant sans une très grosse difficulté. C'est pas si difficile de passer devant. Mais voilà, lui, il a utilisé des fonctions qui utilisent la géolocalisation pour pouvoir créer des pages automatiques en fonction de l'endroit où vous êtes. Ok. Voilà, c'est pas fair play, mais c'est vrai que Google l'a pas chopé. Voilà. Donc ça veut dire en fait qu'il a peut-être des centaines et des centaines de pages sur son site pour chaque ville. En gros, il a trouvé un truc qui lui permettait de faire une page par ville, et genre tu fous un Excel avec toutes les villes de France et il te prend les... Ça se trouve sur Internet, ces listes de villes. Ok. Oui, ça m'étonne pas. Plus de 65 000 communes en France. Waouh. Donc du coup, en fait, il suffit de connecter la page à une base de données et puis c'est bon. Ouais, parce qu'en même temps, il n'y a pas que lui. J'ai un de mes élèves qui du coup habitait à Rostrenain, d'où je viens, donc petite ville, pas village, de 2500 habitants en centre-Bretagne. Et là, il me sort... en plus, j'ai vu, il y a un très bon photographe, un photographe assez réputé à Rostrenain. Je fais pardon. Le seul photographe qu'il y avait, puisque maintenant il n'y a plus, c'était un photographe un peu tout pourri qui avait sa boutique et qui faisait une photographie à l'ancienne, quoi. Ouais. Et quand je vais voir, je fais tiens, c'est bizarre, je cherche un peu, je le retrouve sur toutes les villes du Grand Ouest.
Et non, il n'est pas du tout à Rostrelin. Tu regardes après où est la société, je sais plus où c'était, mais c'était pas, évidemment pas du tout à Rostrelin, quoi. Et en fait, quand tu t'as dit un mot pour moi, bon, il y a le côté SEO dont tu as parlé, le côté Google, le côté que dès Google le chopera, ça va, il a joué, il a perdu. J'espère que ce sera très vite. Mais surtout, c'est pas fair play par rapport aux autres photographes, parce que j'ai entendu des réponses de ces personnes-là dire ouais, mais vous avez qu'à en faire autant. Vos gueules, en fait, tout simplement. L'idée aussi, c'est pas d'aller. C'est comme si, enfin pour moi, c'est comme si, tu vois, tu faisais ta boutique et qu'il y avait un photographe de, je sais pas, d'à 100 km de chez toi, qui allait dans toutes les villes voir toutes les boutiques de photographes et qui mettait leur pub sur ta vitrine à toi, enfin, sur la vitrine des photographes. Et tu fais non, c'est pas fair play. En fait, c'est juste pas fair play. C'est juste, enfin, tu m'étonnes que les photographes s'énervent. C'est pas normal. C'est pas, enfin, en gros, c'est pour moi, ça crée une mauvaise ambiance chez les photographes. Ça crée du tirage dans les pattes. Ça crée de la concurrence. Et moi, c'est pas ce que je veux dans notre métier. Je veux qu'on soit plutôt collègues. Après, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, ça, c'est une autre histoire. C'est humain. Mais qu'on se respecte en tant que collègue et qu'on ne fasse pas le truc de concurrence déloyale, quoi. Pour moi, c'est créer une mauvaise ambiance chez les photographes et faire en sorte que les photographes se replient encore plus. Et enfin bon, bref, je voulais en reparler un petit peu. J'ai déjà évoqué le sujet dans plusieurs podcasts, je crois, mais là on en parle vraiment. Je ferai une vidéo un jour sur le sujet, sur ce truc-là. Mais c'est surtout pour vous, les pratiques grises. Ben, ça fonctionne. C'est sûr que ça fonctionne, les pratiques grises. Mais c'est pas une bonne chose parce que c'est pas pérenne. Ça peut être niqué n'importe quand. Ça peut vous descendre n'importe quand. Et surtout, il y a aussi, il faut penser au facteur humain. Et comme on pense au facteur humain quand on écrit, on ne parle pas qu'au robot, quand toutes les actions qu'on fait, il faut aussi penser au facteur humain. C'est ça. Soyons, de toute façon, ça fait partie d'une démarche globale. Si le premier entretien avec ces photographes commence par un mensonge, c'est déjà moyen pour l'expérience client. On croit qu'il est à côté et que finalement il n'est pas du tout à côté et on le fait qu'en visio et on le voit le jour J. J'aimerais bien savoir comment il s'en tire, lui. C'est mais vous êtes de notre village vous aussi, alors t'étais à telle école, c'est dans une petite ville, c'est vite fait. Voilà, comme là, toi là ça t'est arrivé pour cette personne-là. Après, comme tu dis, le faire à tout le monde. Par exemple, moi j'ai les compétences pour le faire, mais j'ai fait le choix de pas le faire. C'est bien. De toute façon, on serait pas là si c'était le cas. C'est ça. Voilà. Ou alors, si on veut vraiment le contrer définitivement, je file le bout de code à toute ta communauté. Oui, tout le monde le fait. Voilà, si tout le monde le fait, mais voilà. Mais bon, après, si Google s'en rend compte, voilà, c'est à chacun ses risques et périls, il faut l'assumer. C'est ça descend tout le monde. Donc c'est pour ça que je fais pas de pratique grise et que je le recommande pas de toute façon, parce que pour moi, on n'a pas le temps de faire du SEO toute la journée et de le surveiller toute la journée. Il faut quelque chose qui soit durable dans le temps. Et puis, comme tu dis, il faut être respectueux des photographes. Un truc que tu disais beaucoup quand on s'est connus, mais auquel je croyais pas, c'est quand tu disais ceux qui vont vous envoyer des clients, c'est les copains photographes. Je croyais pas jusqu'à ce que ça m'arrive. Complètement. Voilà, mais régulièrement, je fais des échanges avec des collègues photographes locaux. Et c'est cool de travailler comme ça. Tout le monde est content, qu'il y a une bonne ambiance. Et oui, je dis, il y a des gens qu'on aime et qu'on n'aime pas, c'est humain, mais rien n'empêche que de respecter les gens et de respecter la profession mais bon, après c'est comme tout, hein. T'as des gens qui jettent leur mégot par la fenêtre et t'as ceux qui ne fument pas. Ils les ramassent. Voilà. Non, et t'as ceux qui fument mais qui font attention de pas laisser leur mégot partout, quoi. Donc allez, on stigmatise encore plus les fumeurs et les fumeuses. J'ai une dernière question. Techniquement, c'est une avant-dernière question, mais la dernière question n'est pas vraiment une question. Et qui va avec ce qu'on vient de dire, en plus, transition toute trouvée. Super. Si tout le monde travaille son SEO, si tout le monde fait ce qu'il y a à faire pour travailler son SEO, comment faire pour se démarquer ? En fait, c'est une fausse question. Et c'est un faux problème. Okay. C'est clair de toute façon que c'est un milieu... c'est clair qu'on est dans un esprit de compétition à requête identique. Sur le SEO, hein. Oui, sur le SEO. On veut tous être premiers. Et juste, je me permets, par rapport à ce qui vient d'être dit avant, la compétition,
n'exclut pas le respect. Au contraire. Exactement. C'est une compétition parce qu'à la fin, enfin pour moi, je parle de compétition parce que de toute façon, à la fin, il y a une notion de classement. Après ça, c'est à requête identique, strictement identique. Donc là, forcément, voilà. Oui, au mot près. Quand je dis la même, c'est la même. Donc là, forcément, ce qui va faire la différence entre l'un et l'autre, ça va être tout ce qui est gains marginaux. Donc toutes petites différences qu'il va y avoir d'un site à l'autre. Ça peut être juste dans l'égalité la plus stricte, on va dire, ça peut être juste le poids d'une photo par rapport à l'autre, par exemple. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être l'état de forme du serveur au moment où la requête a été tapée. Donc là, on est vraiment sur de l'égalité stricte. Par contre, hormis la requête sur laquelle tout le monde veut être bien placé, qui est photographe de mariage, je suis même pas sûr. Voilà. Dans la plupart des cas, en fait, c'est la première qui remonte quand je fais de la consultation, mais parce que c'est aussi la première à dire qu'on est photographe de mariage. De toute façon, ceux qui écoutent le podcast, par exemple, sont éparpillés dans toute la France. Donc, si on revient sur le côté local, chacun va vouloir être le premier chez lui. Donc, déjà, ça enlève de la concurrence. On n'est pas des concurrents ni des partenaires, du coup. Ensuite, on a tous nos avatars clients. Donc, ça fait encore une autre différence. Et là, c'est le moment où le blog, du coup, prend son importance parce que vous vous différenciez les uns par rapport aux autres. Ensuite, il y a votre style, il y a le style de photo. Votre style photographique entre pas en compte dans le SEO. Mais la différence aussi va se faire à ce moment-là. Vous avez, sur la première page, de toute façon, il y a plusieurs photographes. Il y a plusieurs personnes qui répondent à la requête. Et à partir de là, l'utilisateur final va aller parcourir tous les sites et va commencer à les regarder. Et la différence se fera en fonction de ce que vous avez tapé. Là, on n'est plus sur du SEO, on est sur de l'expérience utilisateur. Et donc, la différence aussi se fera à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que si tout le monde travaille bien son SEO, tout le monde va progresser. Après, vous aurez ces petites différences-là, mais on n'en sera plus vraiment à oui, mais si je suis pas bon et que tous les autres sont mauvais, alors dans ces cas-là, c'est pas bon pour moi. Si vous êtes pertinent, vous êtes pertinent. Ok. Donc en effet, c'est une fausse question puisque il y a tellement de choses. En fait, c'est toujours la même chose. C'est si vous êtes différent. Enfin, si vous êtes vous-même, vous êtes différent. Si vous ne copiez pas les autres complètement, vous êtes différent. Enfin, logiquement, vous avez une vision du monde qui est différente de tout le monde. Logiquement, juste, c'est comme, deux personnes sont forcément différentes. Même tu prends deux jumeaux ou deux jumelles qui ont vécu exactement la même chose et tout, elles sont forcément différentes l'une de l'autre. Il va y avoir des caractères qui sont différents, ne serait-ce qu'infiniment, quoi. Et de façon infime, pardon. Donc, si vous faites les choses vraies, c'est-à-dire avec votre cœur, votre vision du monde, et que vous parlez vraiment à votre client cible, que vous avez bien fait votre taf, ça sera forcément différenciant. Et là-dessus, c'est le problème, c'est que, encore une fois, on va trouver, j'avais fait une vidéo sur le sujet, on va trouver des gens qui copient les textes ou qui pensent qu'en changeant 4 mots dans une phrase, Google va se dire c'est pas pareil et tout ça. Prendre les mots de quelqu'un d'autre fait que vous tirez vous-même une balle dans le pied. C'est plus facile sur le moment parce qu'il n'y a pas ce travail d'écriture qui est complexe, mais vous avez copié et ça s'en ressentira un moment, c'est certain. Je crois pas au karma ou au truc comme ça, mais je crois vraiment au fait de faire les choses sérieusement et de façon intègre, et c'est ce qui fera que les choses seront pérennes dans le temps. Pareil, je crois au bon sens et en l'effet cumulé, moi. Complètement. Et donc, du coup, dernière question, vraiment dernière question. Qui n'en est pas une. Qui n'en est pas une, comme je l'ai dit. Il y a une question qui a été posée qui est: est-ce qu'il y a des formations SEO ? Bien sûr qu'il y a des formations SEO. Évidemment. S'il y a un truc, il y a forcément des formations. S'il y a un domaine, il y a forcément des formations. Non, en fait, la question, c'est une fausse question, tout simplement, vous l'aurez compris, parce que je l'ai évoqué un petit peu dans ce podcast. Et on l'avait un peu dit, je crois, dans notre podcast il y a à l'époque. En fait, on sort, du coup, sur le guide du photographe de mariage, on sort la formation SEO. On n'a pas trouvé le nom, d'ailleurs, encore. C'est pas en commentaire ?
Ouais, on verra. Bah, ouais, n'hésitez pas si, si vous avez une idée sur le nom de la formation, à part SEO. Parce que du coup, formation SEO, c'est ce qui marchera mieux en SEO. Formation SEO pour les photographes de mariage ou les photographes tout court. Parce que ça peut aussi marcher pas que pour les photographes de mariage, comme tu as dit, c'est des choses à suivre. Et donc, du coup, bah, c'est une formation que tu as réalisée toi et qu'on a travaillé ensemble pour bien la structurer. En plus, toi, tu t'y connais vraiment en photo de mariage puisque bah, tu es dans le domaine depuis pas mal d'années maintenant. Tu es un de mes élèves depuis 2018. Ouais. Donc voilà, moi je te connais bien. On a beaucoup échangé sur le sujet, on a travaillé ensemble. Comme tu as dit, tu as fait un audit de mon site, on avait travaillé ce truc-là. Enfin, on avait. Donc je sais que j'aime beaucoup ta façon de voir le SEO qui est intègre, qui est précise et intègre. L'idée en fait de cette formation, c'est de vous apprendre en effet les bases du SEO et mais d'aller plus loin également. Pas trop loin pour pas que ce soit trop compliqué, parce que sinon je pense que Greg, t'aurais pu rentrer dans des détails de fou que personne n'aurait compris. Oui, c'était pas le but. Et c'était pas le but. Et donc du coup, en 3 heures de formation, qu'est-ce qu'on apprend dans cette formation? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Greg? Ouais, alors voilà, le but de cette formation, c'est que vous ayez les bases du SEO pour pouvoir justement travailler vos pages proprement et optimiser pour Google et de pas vous laisser tout seul. Dans cette formation-là, il n'y a pas de bullshit. Donc il n'y a pas les derniers petits trucs à la mode qui vont faire que ça va peut-être marcher 10 minutes, puis dès qu'il va y avoir une mise à jour, ça marchera plus. C'est uniquement du travail de fond. Les principes fondamentaux. Voilà, c'est les principes fondamentaux, c'est les principes qui ne changent pas, qui ne changeront pas, parce que c'est beaucoup de bon sens et c'est pas de l'hyper-optimisation pour le moteur de Google tel qu'il est actuellement. Tout simplement parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas le temps. Quand on travaille son site internet, il faut le faire et c'est lourd. On n'aime pas écrire et c'est pour ça qu'on fait des photos, pour justement éviter d'écrire. Mais il faut le faire quand même. Donc je vous donne les grands principes pour être capable de savoir quels mots-clés travailler. Donc je vous montre si les mots-clés, vous apprenez à voir si les mots-clés sont recherchés et s'il y a beaucoup de résultats, si c'est concurrentiel ou pas. Je vous apprends ce qui est attendu des robots pour avoir une page cohérente d'un point de vue SEO, et je vous donne ma façon à moi, puisque j'aime pas écrire non plus, de toute façon, pour arriver à écrire, à morceler le texte en fait, en plein de petits textes qui fait qu'à la fin vous aurez le bon nombre de caractères, mais sans souffrir en passant toute la journée en ayant le syndrome de la page blanche. En appliquant tout ça, normalement, vous allez arriver à déjà faire progresser votre site et en continuant à le travailler, remonter de plus en plus. Tu parles également de Google My Business, comme on a évoqué un petit peu dans ce podcast. Tu parles également des AI, des intelligences artificielles. Comment on pourrait les utiliser aussi pour pouvoir nous aider. En effet, tu parles de comment construire un texte, comment l'écrire, ce qui est souvent très compliqué pour les gens. Tu parles des images, de comment optimiser les images et tout ça. Tu parles de WordPress, puisque beaucoup d'entre nous avons un site sur WordPress. Et pourquoi ne pas utiliser d'autres sites comme Wix ou autres? Enfin, pourquoi ne pas les utiliser? Tu parles également d'outils qui vont nous aider à améliorer notre SEO et surtout à savoir comment on se positionne. Donc que ce soit des SEMrush, des Yoast, pas Google Analytics, mais en tout cas comment gérer vos analytics, parce qu'il faut aussi voir en quoi, parce que c'est pas le tout d'être premier sur Google, le tout aussi c'est que ça fonctionne et que vous ayez des contacts derrière, parce que si c'est très important. Tu vas parler aussi du client cible, tout ça, et des pratiques grises, bref, des idées reçues. Et moi, le coup des idées reçues m'a beaucoup fait sourire, et j'ai beaucoup aimé cette partie-là parce que
il y a tellement d'idées reçues sur le truc que j'entends partout et que moi-même j'ai pu véhiculer à un moment et qui sont juste fausses, quoi, ou alors qui ont un intérêt infime. Ouais, c'est ça. Le problème avec le SEO, c'est que de toute façon, tout ce que je vous dis, moi, dans la formation, c'est quand même difficilement mesurable. C'est pour ça que je fais aucune promesse. La seule promesse que je vous fais, c'est du progrès. Mais je fais aucune promesse. Je fais aucune promesse de nombre de visites non plus. Parce que c'est pas comme ça que ça se quantifie. Vous allez pouvoir voir des tendances qui vous montrent si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Mais en fait, la personne qui est en SEO vous dit, je vous garantis d'être en première position, rien qu'en optimisant votre base de données, par exemple, partez en courant, tout simplement. Puis, de toute façon, ce genre de promesse, ça va être facile, vous inquiétez pas, vous serez en premier, ou ça va être facile, vous inquiétez pas, vous réussirez à vivre de la photo de mariage. Faut généralement partir en courant sur ce genre de promesse, de toute façon. Alors, à l'heure actuelle, où va sortir ce podcast, donc le jour où sort ce podcast, la formation n'est pas encore disponible. Elle sera disponible dans une semaine. Le lancement se fera dans une semaine. Ce podcast tease un petit peu, même si on en a dit quand même déjà pas mal. Si vous écoutez ce podcast, donc après à partir de juin 2023, la formation est disponible. Le lien est dans la description. C'est une formation qui dure 3 heures. Il y a également des bonus, puisque Grégory, tu peux proposer, il y a des offres aussi avec du coaching, si tu veux, si les gens veulent faire un audit avec toi, s'ils ont besoin de ton aide après pour appliquer les choses, pour aller plus loin, ou parce que vous avez du mal à le faire vous-même. En fait, c'est facile, vous choisissez la vitesse à laquelle vous voulez avancer. C'est ça. Soit vous regardez la formation et vous appliquez au fur et à mesure. Elle est montée de toute façon de cette manière-là. Soit vous avez envie d'aller plus vite, et donc une fois que vous avez acquis la formation, on peut passer du temps ensemble, du coup de coaching, auquel je peux répondre aux questions qui sont apparues que vous avez pendant la formation, et pendant lesquelles aussi je peux vous aider à optimiser votre site. Complètement. Et donc du coup, pendant ce lancement qui va se passer du 30 mai au 1er juin 2023, il va y avoir des bonus, des bonus dont on vous parlera, on vous dit pas tout de suite. Si vous voulez avoir les infos, abonnez-vous au mail du guide du photographe de mariage. Enfin, vous avez le lien dans la description, sinon vous tapez le guide du photographe de mariage.fr/le mail et vous aurez deux mails par semaine avec plein d'infos dedans et on donnera des infos aussi sur les SEO, des infos dont on n'a pas parlé dans ce podcast. Voilà, c'est une formation qu'on travaille quand même depuis plus d'1 an maintenant. Ouais. Et elle sort enfin. Très content. Moi aussi. On a pu, le programme de toute cette formation en fait est fait à partir du coup du travail qu'on a fait ensemble, du retour aussi qu'on a eu parce que j'ai fait beaucoup de coaching aussi comme ça de photographes qui soient issus donc soit de ta formation, soit pas très loin de toute façon. Donc en fait dans la formation vous avez le condensé de toute l'expérience qui est nécessaire à vous partager. Il y en a ni plus il y en a ni trop ni trop peu. S'il y en a trop, je vous noie. S'il en manque, c'est pas suffisant. Ouais, puis s'il y en a trop, en fait, le truc c'est que on va sentir que c'est trop compliqué et on va abandonner. C'est ça aussi que j'aime beaucoup moi dans la formation que tu as créée, c'est que c'est accessible à tout le monde et qu'on peut y aller petit à petit. Et on n'est pas obligé de tout appliquer d'un coup, et on n'est pas devant une montagne. Il y a déjà l'escalier, et cet escalier, on a juste à monter petit à petit. Je dis pas que ce sera facile, hein, il y a des marches qui sont hautes, mais on peut prendre les choses petit à petit, et c'est un travail que vous pouvez faire sur 1 an, sur 2 ans, pour pouvoir avancer et aller de plus en plus dans le détail. En tout cas, tout est faisable, même pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en informatique, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop en écriture ou autre. Bref, ou qui ne s'y connaît pas du coup en analytics ou autre. En gros, vous saurez comment faire, ou au moins vous pourrez avoir l'idée de savoir comment faire, et donc de réfléchir, de laisser le temps de travailler et d'avancer dessus. C'est ça, mais surtout quand vous réfléchissez dessus et que vous écrivez, publiez après. Ça fera du contenu, et puis au moins vous serez dans l'action. L'avantage sur Internet, c'est que vous pouvez corriger ce que vous faites. C'est pas un livre. Donc, publiez.
C'est ça, j'en sais quelque chose. Quand tu vois une faute sur ton livre et tu fais non. Je vous ai explosé les oreilles, désolé. On va se quitter ici. Ouais. Merci Grégory pour toutes ces questions. De toute façon, je vais m'appuyer sur toi pour envoyer les mails avec des réponses aussi et tout. Et sachez que du coup, dans la formation, vous pourrez donc voir Grégory. Il y aura des lives aussi avec lui. Et si vous intégrez également le Grand Saut, vous verrez Grégory aussi, puisque on parle un petit peu SEO dans le Grand Saut. Il n'y a pas la formation totale du SEO dans le Grand Saut, mais on en parle forcément et Grégory sera là également. Voilà, et puis vous pourrez voir Grégory, lui parler et dire « Oh putain, il est vrai. Il est vrai, le monsieur !» C'est pas une intelligence artificielle? Non. C'est pas une intelligence non plus, c'est juste de l'artificiel. C'est juste de l'artificiel, ce que j'allais dire. Un gros merci à toi, Grégory. Merci à toi, Seb. Tes liens sont dans la description. Super. Et puis, pour une fois, pas de fin où je parle tout seul, puisqu'on a fait la fin ensemble avec Greg. Et tous les liens sont dans la description encore une fois. Et rendez-vous donc du coup le 30 juin par mail et aussi sur la chaîne du guide du photographe de mariage sur YouTube pour avoir les infos, pour être là pour la formation SEO et si vous êtes à un autre moment, sachez que la formation est disponible également. Et puis moi je vous dis à très vite. Entre temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout signez des mariages. Au revoir. Voilà. Puis s'il pleut, faites du SEO. Ce sera la nouvelle fin. Et s'il pleut, faites du SEO. Faut que ça rime par contre. Et s'il fait pas beau, faites du SEO. Voilà. Allez, s'il fait pas beau, faites du SEO.